Donc me revoilà de retour pour le chapitre suivant. Donc le chapitre suivant s'appelle les quadripôles. Donc c'est quelque chose normalement que là vous n'avez pas vu, qui est complètement nouveau pour vous. Et donc ça va être important puisque c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser un petit peu plus tard, en particulier au S4 avec Monsieur Poli, lorsque vous allez aborder les transistors. Donc ce qu'on appelle un quadripôle, déjà étymologiquement parlant, c'est assez facile à comprendre, c'est tout simplement un dispositif qui a non plus deux électrodes comme un dipôle, mais qui en a quatre. Quatre électrodes, d'accord? Et donc ce chapitre sur les quadripôles, il va être divisé en 5 sections, qui sont les sections suivantes. Voilà, si elles apparaissent, très bien. Donc on va tout d'abord avoir la définition de ce qu'on appelle un quadripôle. Après, on va avoir les différentes représentations. Donc, elles ne sont pas toutes là. J'ai pris les principales. Vous verrez qu'il y en a une autre qui s'appelle la matrice hybride. Mais celle-là, on n'en parle pas ici. Dans un troisième temps, on parlera de l'association des quadripôles, les grandeurs caractéristiques, et enfin on finira par ce qu'on appelle l'adaptation, que ce soit en impédance, l'adaptation que ce soit en impédance avec la puissance ou une adaptation en tension. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose de mettre, c'est chapitre 3, quadripôle, grand 1, définition. D'accord? Et de noter naturellement la chose suivante, c'est qu'on appelle quadripôle un circuit qui va comporter deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie, donc, et qui va être schématisé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'un quadripôle, vous voyez, la plupart du temps, c'est un rectangle, un carré, dans lequel on met donc à gauche les deux entrées et à droite les deux sorties. Alors, on se rend vite compte qu'un quadripôle, il va y avoir quatre grandeurs. Il va y avoir l'intensité et le courant d'entrée, la tension et le courant d'entrée, et puis il va aussi y avoir la tension et le courant de sortie. D'accord? Donc, vous allez voir que ces quatre grandeurs vont vite être utilisées dans les différentes représentations matricielles que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc, au-dessous de ce schéma que vous aurez pris, on peut noter la chose suivante. Ce circuit est qualifié de deux points, premier tiret, passif s'il n'échange pas d'énergie autre que de la chaleur avec l'extérieur. D'accord? Premier tiret, passif s'il n'échange pas d'énergie autre que de la chaleur avec l'extérieur. Et deuxième tiret, linéaire, si la variation des grandeurs de sortie est proportionnelle à la variation des grandeurs d'entrée. Point. Dans ce qui suit, donc on note à la ligne, dans ce qui suit, le quadripôle est supposé fonctionner en régime sinusoïdal. Les différentes grandeurs étant représentées par leur nombre complexe associé. Dans ce qui suit, le quadripôle est supposé fonctionner en régime sinusoïdal, les différentes grandeurs étant représentées par leur nombre complexe associé. Point. La convention récepteur est utilisée en entrée du quadripôle. Point. La convention générateur est utilisée en sortie du quadripôle. Point. Donc là, on va passer à la section suivante. D'accord? Donc la section suivante, vous allez mettre, comme vous aviez mis grand 1 définition, vous notez grand 2, représentation matricielle, petit 1, matrice d'impédance. Voilà, donc là je vous ai remis le schéma en haut du quadripôle, d'accord? Donc on retrouve bien la tension d'entrée V1, le courant d'entrée I1, la tension de sortie V2 et le courant de sortie I2. On voit, si vous voulez, que le courant I1 rentre ici, ressort ici, le courant I2 rentre ici, ressort ici. Pour l'instant, ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fout un peu, je vous dirais, c'est pas notre problème. On est uniquement là pour donner une représentation matricielle, et puis on verra après, en fonction des éléments passifs que l'on va mettre dedans,
comment est-ce qu'on va calculer justement ces différents paramètres. Donc vous avez noté petit 1, matrice d'impédance. Et on note les équations caractéristiques d'un quadripôle. Les équations caractéristiques d'un quadripôle composé uniquement d'éléments linéaires peuvent se mettre sous la forme suivante. Deux points. Et là, vous notez ces deux équations, à savoir V1 est égal à Z11I1 plus Z12I2, et V2 est égal à Z21I1 plus Z22I2. D'accord? Les quatre paramètres Z11, Z12, Z21 et Z22 étant des impédances. Et dessous, on peut noter ce qui s'écrit encore en notation matricielle, sous la forme V1, V2 est égal à cette matrice Z1, Z12, Z21, Z22 fois I1, I2, ou que l'on note comme ça. Alors, et vous notez dessous où Z, donc crochet Z crochet, est la matrice impédance du quadripôle. Point. Les coefficients de cette matrice, s'appellent les paramètres Z en circuit ouvert, puisqu'ils peuvent être mesurés en ouvrant successivement, les circuits d'entrée et de sortie. Point. Ils se définissent comme suit, deux points, premier tiret, et là vous allez tous les noter, donc Z1 qui était le rapport entre V1 et I1 quand I2 égale 0, d'accord, donc typiquement quand on a une sortie à vide, on est débranché à ce niveau-là, et qui est appelée l'impédance d'entrée en circuit ouvert. Donc Z12 rebelote, c'est V1 sur I2 est appelé l'impédance de transfert inverse en circuit ouvert, donc on a I1 égale 0, et puis on a les deux autres, Z21 est appelé l'impédance de transfert direct en circuit ouvert, et enfin Z22 qui est le rapport de V2 sur I2 quand on n'a rien branché à l'entrée, est appelé l'impédance de sortie en circuit ouvert. On en déduit donc que finalement, ces quatre paramètres Z là, d'accord, qui sont quatre impédances, eh bien, donnent lieu à une schématisation, donc à une correspondance, d'accord, qui est la suivante. Donc, juste au-dessous de ces quatre tirets, vous notez le schéma de ce quadripôle équivalent. Le schéma de ce quadripôle équivalent est donné par la figure, deux points, et vous pouvez dessiner cette figure. Donc cette figure, on est bien d'accord, c'est uniquement une représentation schématique, d'accord? C'est pas une représentation définitive de tout quadripôle, d'accord? C'est uniquement, si vous voulez, un schéma mathématique qui permet de faire apparaître les quatre impédances Z1, Z12, Z21 et Z22. On peut noter que l'on a ici dans cette modélisation mathématique, ce qui est plus juste d'ailleurs de dire, deux sources dépendantes qui sont deux générateurs de tension qui vont être commandés en courant, Z12 et Z21. On note donc la chose suivante, le générateur de tension Z12 fois I2 est contrôlé par la grandeur de sortie I2, tandis que le générateur de tension Z21I1, donc celui qui est à droite, d'accord, est contrôlé par la grandeur d'entrée I1. Point. Il s'agit bien de générateurs contrôlés. Qui ne doivent pas être remplacés par un court-circuit
qui ne doivent pas être remplacés par un court-circuit lorsque l'on cherche les résistances internes des générateurs de Thevenin équivalents. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous vous rappelez le cours de L1, quand on fait les équivalences entre Thevenin, que ce soit Thevenin ou Norton, d'accord, normalement on annule les générateurs indépendants de tension et de courant. Or dans ce cas-là, ce ne sont pas des générateurs indépendants, mais des générateurs dépendants. Et donc il ne faut pas les enlever. Voilà pourquoi est-ce que je vous disais juste ça. Donc après, je vais vous donner un petit exemple, puis on va regarder justement, maintenant on va plus s'en foutre du tout de ce qu'il y a dedans, on va regarder comment est-ce qu'on trouve finalement ces paramètres équivalents. Donc vous notez dessous, exemple, et puis l'exemple, eh bien, ça va consister à trouver la matrice d'impédance du quadripôle suivant. Donc vous voyez, ici vous avez V1 et I1, V2 et I2. Et ici, eh bien, je ne vais pas être désagréable, mais je ne vais pas vous donner la réponse. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez devoir chercher. Et puis, si ça vous pose trop de problèmes, eh bien, on fera une petite réunion Zoom ou Discord ou Teams, et puis je vous donnerai la solution. Mais dans un premier temps, je ne donne pas la solution, je voudrais que vous trouviez les 4 paramètres Z11, Z12, Z21 et Z22. Bon, il n'y a rien de compliqué, il suffit simplement d'appliquer à cette structure-là les 4 formules ici présentes, en appliquant naturellement I2 égale 0 ou I1 égale 0. D'accord? Donc, comme on avait noté, donc vous me faites cet exercice, comme on avait noté précédemment, petit 1, matrice d'impédance, là maintenant on a le corollaire, pardon, je vais y arriver, je suis fatigué, qui est la matrice d'admittance. D'accord? Donc on va noter la chose suivante. De manière similaire, on définit la matrice d'admittance Y avec, et là on a Y1 qui est égal à la matrice Y1, Y12, Y21, Y22, multiplié par le vecteur tension V1, V2, ce qui s'écrit aussi de la manière suivante. Alors, sous cette formule, on peut noter la chose suivante, qui est importante, puisque Y, vous l'aurez remarqué, c'est l'inverse de la matrice Z, et Y n'existera pas forcément toujours, puisque pour que Y existe, il faut que la matrice Z soit inversible. Donc ça, on va le noter. La matrice Y est l'inverse de la matrice Z, point. Elle n'existe donc pas toujours. 2 points. En effet, il faut que Z, si elle existe, soit inversible. Voilà. Et puis maintenant, donc, on va aborder la troisième représentation, qui est la représentation par matrice de transfert. Alors ça, c'est une représentation qui est très pratique et que vous allez croiser assez régulièrement, puisqu'elle permet non plus de lier la tension au courant ou le courant à la tension, mais les entrées aux sorties. Et ça, c'est très pratique, en particulier quand on va avoir différents quadripôles qui vont être câblés à la queue leu. Donc, on note petit 3, matrice de transfert, et on note la chose suivante. La matrice de transfert grand T permet d'exprimer les deux grandeurs d'entrée en fonction des deux grandeurs de sortie, telles que V2I2 est égal à T1, T12, T21, T22 fois V1 moins I1. Alors attention, vous voyez, il y a un signe moins. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de signe moins. Et sur ce coup-là, il y a un signe moins. Pourquoi est-ce qu'on met un signe moins? Tout simplement, alors ça, faites bien attention à ça, c'est très important. Tout simplement parce que la plupart du temps, les quadripôles sont mis en ce qu'on appelle en cascade, donc à la queue leu, ce que je vous disais juste avant. Et s'ils sont mis en cascade, on se rend compte que finalement, s'il y a un quadripôle à droite et un quadripôle à gauche, eh bien, le courant de celui de droite va rentrer dans le courant de celui de gauche. Or, si on gardait la représentation telle qu'elle est mise ici,
d'accord, on voit bien que les deux courants rentrent tous les deux. Si on veut les mettre, les câbler ensemble, il faut bien qu'il y en ait un qui rentre et l'autre qui sorte. Donc c'est pour modéliser le fait qu'il y en ait un qui rentre et l'autre qui sorte que l'on met un signe moins ici. On le reverra un petit peu après. On va maintenant aborder la troisième section de ce chapitre qui s'appelle association de quadripoles. Donc là, on va s'intéresser à trois types d'associations qui sont l'association en série, en parallèle et en cascade, sachant qu'en cascade, c'est celui qui est vraiment le plus intéressant. Donc pour cela, on note grand 3, association de quadripoles, petit 1, association série. Et on note la chose suivante, la mise en série de quadripoles se fait de la manière suivante. Donc là, vous avez le schéma à reprendre. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que lorsque l'on met des quadripoles en série, eh bien, les courants d'entrée et les courants de sortie vont être les mêmes pour les deux quadripoles. Attention, je me suis peut-être mal exprimé, le courant d'entrée de Q' sera le même courant d'entrée sur Q secondes. De même manière, le courant de sortie de Q' sera le courant de sortie de Q secondes. D'accord? Donc prenez bien le temps de noter toutes les petites, tous les indices, parce que c'est pas trivial à faire. Voilà. Et à partir de là, on va en déduire la chose suivante, c'est-à-dire que à partir de cette structure-là, on va avoir V' qui est égal à Z' I', d'accord, donc en entrée, et V seconde qui va être égal à Z seconde I seconde. Ok? Sachant que l'on a, et c'est ce que je vous ai dit juste avant, le courant I, que ce soit en entrée ou en sortie, qui est égal à I' qui est égal à I seconde, par contre, les tensions s'additionnent. On en déduit donc que lorsque l'on va avoir une association de quadripoles en série, eh bien, si on veut calculer le quadripôle équivalent à cette association, ça va être finalement la somme des matrices d'impédance. Donc, à la suite de ça, on peut noter la chose suivante. Je change de feuille, excusez-moi. Voilà. Pour une mise en série de quadripoles, la représentation en impédance est la plus appropriée. On va maintenant faire en petit 2 l'association parallèle. D'accord? Donc là, c'est encore comme précédemment, faites bien attention à prendre le schéma de manière correcte, d'accord? Parce que c'est vraiment pas, il n'est pas intuitif. Donc vous avez mis petit 2 association parallèle et on note, ce qu'il y a de noté ici, la mise en parallèle de deux quadripoles Q' et Q seconde est telle que, prenez le schéma. Donc là, on note la chose suivante. Bon, je vous dévoile un peu la suite, mais c'est pas grave. D'accord? C'est que on va avoir la tension V1 qui va être appliquée à travers ce fil et ce fil à Q', mais qui va aussi être appliquée à travers ce fil et ce fil à Q seconde. De la même manière, pour V2, ça va être pareil. Ça veut dire que ici, contrairement au précédent, on va avoir la même tension en entrée et en sortie sur les deux quadripoles. Par contre, le courant sera différent. Il va même s'additionner. Effectivement, il va s'additionner par exemple à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on a ici une loi des nœuds. Et ici aussi. De l'autre côté, pareil. Donc, on en déduit la chose suivante. C'est que la tension aux accès des deux quadripoles sont imposées égales. D'accord? On a les mêmes tensions que ce soit en entrée ou en sortie. Donc, ici, ce qui est le plus intéressant, c'est de passer avec comme on est en parallèle, non plus avec des matrices d'impédance, mais des matrices d'admittance. Et on va écrire la chose suivante. I' est égal à Y' fois V', et, alors désolé, parce qu'il y a une erreur, c'est pas V seconde, c'est I seconde est égal à Y seconde fois V seconde. Comme je vous l'ai dit juste avant, on se rend compte que finalement, le courant I
est égal ici à I', alors c'est pas un prime, c'est un I, là, vous voyez le curseur, I est égal à I' qui descend plus I seconde, de la même façon, de ce côté-là, I2 est égal à I'2 plus I seconde 2. D'accord? Et pareil pour les entrées, où vous avez I1 qui se divise en I' et en I seconde, et I2 qui se divise en I'2 plus en I seconde 2. On en déduit donc, à partir de là, que I est égal à YV avec, naturellement, Y qui va être égal à Y' plus Y seconde. Donc là, on note la chose suivante, c'est que pour une mise en parallèle de quadripôle, la représentation en admittance est la plus appropriée. On passe donc maintenant à la troisième association, qui est l'association en cascade. Donc on note, petit 3, association en cascade. Et là, on va pouvoir avoir une autre explication, qui est celle que j'ai tenté de vous donner tout à l'heure par rapport à l'histoire du signe moins, d'accord? Donc on note la chose suivante, la mise en cascade de quadripôles se fait de la manière suivante. Donc là, vous avez vraiment les deux quadripôles, Q' et Q seconde, qui sont câblés à la queue leu, c'est-à-dire que l'entrée de l'un est câblée à la sortie de l'autre, typiquement. Et donc on se rend compte, ici vous voyez que si on avait gardé la notation classique, on aurait un courant qui rentre dans Q' et un autre qui rentre dans Q seconde. Il y en a un qui irait dans ce sens-là et un qui irait dans ce sens-là. Or, c'est pas cohérent, puisqu'on a bien le courant qui, par exemple, ici a été choisi comme ça, sort de Q' pour rentrer dans Q seconde. D'accord? Et donc, fatalement, on a un signe moins. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Mais il y a un signe moins entre les deux. Donc, une fois que vous avez fait ce schéma, vous allez noter la chose suivante. En utilisant la matrice de transfert, il est facile d'écrire que, ce qu'il y a la définition même, d'accord, pour le premier, donc Q', on va avoir V'2 fois I'2, qui est égal à la matrice de transfert multipliée par V'1 moins I'1. De même manière, pour le quadripôle Q seconde, on va avoir exactement la même chose. Or, à ce niveau-là, au niveau du branchement entre Q' et Q seconde, on a bien les deux mêmes tensions. V seconde 1 est bien égal à V'2. En d'autres termes, la tension d'entrée du quadripôle Q seconde est bien égale à la tension de sortie du quadripôle Q'. Et, naturellement, I seconde 1 est égal à moins I'2. Ou l'inverse, si vous préférez, mais ça revient au même, d'accord? On peut donc écrire que si on cherche à calculer l'équivalence entre d'un quadripôle qui correspondrait à l'association en cascade de ces deux quadripôles, donc on peut écrire que la sortie V seconde 2, I seconde 2, donc la sortie ici, elle est égale à cette matrice de transfert multipliée par cette matrice de transfert multipliée naturellement par la sortie, par l'entrée, pardon. Donc par V'1 moins I'1. Donc on se rend compte finalement que si on veut calculer la matrice de transfert équivalente à deux quadripôles montés en cascade, eh bien ça revient à faire le produit des matrices de transfert en partant de la sortie et en remontant jusqu'à l'entrée. On va noter donc la chose suivante. Une fois que vous avez noté toutes ces formules-là, la matrice de transfert de deux quadripôles en cascade, la matrice de transfert de deux quadripôles en cascade est donc le produit des matrices de transfert partielles, donc ce que j'ai entouré en rouge ici, point, comme la multiplication matricielle n'est pas commutative, d'accord, on ne peut pas les inverser, comme la multiplication matricielle n'est pas commutative, il faut prendre garde
à l'ordre dans lequel les quadripôles seront connectés. Et là, c'est très important. Si vous inversez typiquement les deux matrices, donc T' et T secondes, hein, dans ce cas-là, c'est comme finalement si les deux quadripôles étaient inversés dans leur câblage. Et donc ça n'a rien à voir. Donc vraiment, c'est quelque chose auquel il faut vraiment prêter attention.